banc de collines couvertes de fougères et d'ajoux. Puis, à chaque coude de la rivière, la vallée s'était creusée pendant que le ferraillement du train dans la solitude rebondissait contre les falaises et qu'un vent cru, déjà coupant dans la fin d'après-midi d'automne, lui lavait le visage quand il passait la tête par la portière. La voie changeait de rive capricieusement, passait la Meuse sur des ponts faits d'une seule travée de poutrage de fer, s'enfonçait par instants dans un bref tunnel à travers le col d'un méandre. Quand la vallée reparaissait, tout étincelante de tremble sous la lumière dorée, chaque fois, la gorge s'était approfondie entre ces deux rideaux de forêt. Chaque fois, la Meuse semblait plus lente et plus sombre, comme si elle eût coulé sur un lit de feuilles pourries. Le train était vide. On eût dit qu'il desservait ces solitudes pour le seul plaisir de courir dans le soir frais, entre les versants de forêt jaune qui mordaient de plus en plus haut sur le bleu très pur de l'après-midi d'octobre. Le long de la rivière, les arbres dégageaient seulement un étroit ruban de prairie, aussi net qu'une pelouse anglaise. C'est un train pour le domaine d'Arnheim, pensa l'aspirant, grand lecteur d'Edgar Poe, et allumant une cigarette, il renversa la tête contre le capiton de Serge pour suivre du regard très haut au-dessus de lui la crête des falaises chevelues qui se profilaient en gloire contre le soleil bas. Dans les échappées de vue des gorges affluentes, les lointains feuillus se perdaient derrière le bleu cendré de la fumée de cigare. On sentait que la terre ici crépelait sous cette forêt drue et noueuse, aussi naturellement qu'une tête de nègre. Et pourtant, la laideur ne se laissait pas complètement oublier. De temps en temps, le train stoppait dans de lépreuses petites gares, couleur de minerai de fer, qui s'accrochaient en remblai entre la rivière et la falaise. Contre le bleu de guerre des vitres déjà délavées, des soldats en kaki somnolaient, assis à califourchon, sur les chariots de la poste. Puis, la vallée verte devenait un instant comme teigneuse. On dépassait de lugubres maisons jaunes taillées dans l'ocre, qui semblaient secouer sur la verdure tout autour la poussière des carrières à plâtre. Et quand l'œil désenchanté revenait vers la Meuse, il discernait maintenant de place en place les petites casemates toutes fraîches de briques et de béton, d'un travail pauvre, et le long de la berge, les réseaux de barbelés où une crue de la rivière avait pendu des fans d'herbes pourries. Avant même le premier coup de canon, la rouille, les ronces de la guerre, son odeur de terre écorchée, son abandon de terrain vague, déshonoraient déjà ce canton encore intact de la Gaule chevelue. Quand il descendit à la gare de Moriarmé, l'ombre de la falaise énorme éteignait déjà la petite ville. Brusquement, il faisait froid. Une sirène à bout portant lui lâcha son barrissement et lui plaqua une seconde entre les épaules un chiffon mouillé. Un chiffon mouillé. Mais c'était une sirène d'usine qui fit seulement couler sur la placette un morne troupeau de Nord-Africains. Un chiffon mouillé. Il se souvint que dans les nuits de vacances, il tendait parfois l'oreille à la sirène de la pompe municipale. Un coup, c'était un feu de cheminée. Deux coups, un incendie dans le village. Trois coups, le feu dans une ferme éloignée. Troisième coup. Le troisième coup Deuxième coup. faisait passer le long des croisées inquiètes un soupir de soulagement. Ici, ce sera le contraire, pensa-t-il. Un coup pour la paix, trois coups pour les bombes. Il s'agit de savoir distinguer. Toute chose dans cette guerre frayait un peu bizarrement. Il se fit indiquer par l'officier de gare le PC du régiment. Il déambulait maintenant dans une rue pauvre et grise qui courait à la Meuse. Le crépuscule rapide d'octobre la vidait brusquement de ses passants civils, mais partout des façades jaunes
suintait la rumeur soldatesque. Tintement de casques et de gamelles, choc des semelles cloutées contre le carreau. À Louis, dans sa grange, si on ferme les yeux quelques secondes, les armées modernes tintinabulent encore de toutes les armures de la guerre. Tintinabule. Le poste de commandement régimentaire était en bordure de la Meuse, un pavillon de meulières banlieusards et tristes, séparé du quai par une grille et une plate-bande famélique, déjà talée par le piétinement militaire, où des motocyclettes s'accotaient contre le tronc nu des lilas. Comme le trou trop étroit d'une ruche, 2 mois de cantonnement avaient gratté le plancher, les plinthes et les murs du couloir à hauteur d'homme jusqu'à l'os. Grange attendit assez longtemps dans une pièce poussiéreuse où une machine à écrire cliquetait dans la pénombre des volets à demi rabattus. De temps en temps, le fourrier, sans lever la tête, écrasait un mégot sur le coin de la table à épure. Un Le ingénieur. pavillon avait dû loger un ingénieur Un de mégot. fonderie. Un ingénieur. Derrière l'entrebâillement des volets, le mur des arbres semblait collé jusqu'au plafond, contre la fenêtre. Au-dessus de la Meuse maintenant très sombre, le long de sa berge de mâche fer. Des cris d'enfants montaient par moments de la rue, ouatés par l'air lourd de la guerre, insignifiants comme des cris de lapin. Quand il claqua les talons dans le bureau encore très clair du colonel, Grange fut frappé par le regard des yeux gris de mer et la bouche sans lèvres sous la brosse dure de la moustache. Le colonel ressemblait à Moltke. Il y avait une poussée de vie brusque et aiguë dans ce regard. Puis, tout de suite, les yeux se voilaient d'une taie et se repliaient sous la paupière pesante. L'expression devenait celle de la fatigue, mais une fatigue rusée qui n'était qu'économe. Derrière cette immobilité de faucon encapuchonné, on sentait la griffe prête. Grange remit l'ordre de mission de son dépôt. Le colonel vérifia l'horaire du voyage. Il avait devant lui quelques feuillets qu'il froissa d'un doigt distrait. Grange sentit que ces papiers le concernaient. Il devait avoir un dossier à la sécurité militaire. « Je vous affecte à la maison forte des Hautes-Falises », fit le colonel, après quelques instants sur le ton neutre du service. Cependant, il passait dans la phrase une intention secrète, car les yeux une seconde se rapetissèrent durement. « Vous monterez demain matin avec le capitaine Vigneault. Pour aujourd'hui, vous serez en subsistance à la compagnie d'Angin. » Le dîner à la compagnie d'Angin ne souriait guère à Grange. Embarqué dans cette guerre qui tournait à petit bruit, au point mort, il ne songeait pas à rechigner à la besogne possible. Mais il ne participait pas. D'instinct, chaque fois qu'il le pouvait, il gardait son quant à soi et prenait du recul. On peut dire un grand merci à Rodolphe qui est avec nous depuis ce matin. Et vraiment, c'était des grands moments, quoi. Merci bien. Oui, c'était un plaisir en tout cas. Ouais. Ouais. Merci.